Les régions désertiques offrent de sévères conditions de vie difficiles à imaginer en pays tempérés. L'automobile a facilité l'exploration de ces immensités uniquement traversées il y a quelques dizaines d'années encore par les seules caravanes de nomades. Parfois, les pistes se perdent dans une dune de sable. Là, nulle balise et toutes les énergies sont nécessaires pour poursuivre le voyage. Ainsi, le voyageur, dans sa migration vers le sud, découvre des paysages de plus en plus sauvages, une végétation qui se raréfie et se spécialise dans la lutte contre la sécheresse. Il plonge enfin au cœur même du désert, se perd dans le sable brûlant. Aux immensités sableuses succèdent les murailles vertigineuses des falaises du Sahara central, et il découvre alors l'austère profil du Tassili Nadjer. Au nord-est, ce plateau gréseux borde le massif précambrien du Hogar. Il subit une érosion qui lui donne un caractère très particulier de château en ruine, perché sur un cône d'ébouli. Les grès cambro-ordoviciens de ce plateau renferment peu de fossiles. À l'ordovicien supérieur, un mouvement de surrection-s'emplissement affecte le Tassili Nadjer. Les grès alors émergés subissent une érosion continentale et sont entaillés d'un réseau hydrographique important. Cette discontinuité de ravinement est recouverte de grès argileux puis de grès et quartzites qui forment la surface structurale du Tassili. Au cours des temps géologiques récents, ces étendues arides étaient couvertes de végétation foisonnante de vie. Dès le début des temps préhistoriques, elles sont envahies par des populations de chasseurs, de bergers, qui remontent le long des vallées herbeuses. Puis la sécheresse affecte progressivement fleuves et rivières, laissant place à des marécages qui disparaissent à leur tour. La désertisation du Tassili se poursuit aujourd'hui. Les pistes se faufilent à travers un véritable labyrinthe, au pied des falaises au relief tourmenté. La corrosion polit les roches, creuse à leur surface des cannelures, les modèle en forme de champignons. Les écarts de température importants font éclater la pierre et contribuent ainsi à l'érosion aérienne. Parfois, les pistes empruntent le lit d'un oued où subsistent quelques traces de végétation. Elles cheminent sur une étendue de pierrailles sans un arbre, sans un brin d'herbe. Un tel chaos rend difficile la progression des bêtes au fardeau volumineux. Une touffe d'épineux, une minuscule fleur rompent de temps à autre la lancinante monotonie de ce désert minéral. Il faut, pour comprendre ce paysage, abandonner les moyens de locomotion moderne et partir à pied, suivant un itinéraire tortueux. Tout au long de cet itinéraire, quelques points d'eau constituent un havre de fraîcheur et une source de vie pour les habitants de ce plateau dont la présence ancienne est attestée par les peintures et les gravures rupestres. Avant le départ, les âniers vérifient une dernière fois l'équilibrage du matériel sur les bas. Les ânes lourdement chargés portent les seules ressources alimentaires dont on puisse disposer sur ce Tassili, pourtant peuplé d'1 millier de Touaregs. Mais le désert distribue ses richesses avec parcimonie, la pauvreté pouvant ici aller jusqu'à la mort. Et la lente progression se poursuit. Hommes et bêtes soumis dans la pierraille aux atteintes d'un soleil ardent. Nulle fraîcheur ne vient soutenir la marche des voyageurs. La poussière s'envole sous leurs pas dans l'air surchauffé, les obligeant à porter le chèche, coiffure indispensable. C'est un voile que l'on enroule en turban. Il protège du vent de sable, du soleil et conserve l'humidité de la respiration.
Entre deux étapes, l'abri précaire d'un arbre aux branches dénudées est le bienvenu en l'absence de tout point d'eau. Là, plus qu'ailleurs, l'eau conditionne toute vie, qu'elle soit animale ou végétale. Seule l'existence de vallées fossiles et de profonds canyons est le témoin des phases climatiques antérieures humides. Quelques oueds peuvent, lors des précipitations atmosphériques rares mais violentes, charrier d'énormes volumes d'eau vite engloutis dans le sous-sol ou évaporés en surface. Il reste alors quelques trous abrités sous la roche, dans lesquels l'eau prisonnière demeurera jusqu'aux pluies suivantes. Ces collections d'eau, ou gueltas, relativement nombreuses, rendent la vie possible sur le Tassili. La plus importante se trouve à Tamrit. D'autres sont disséminées sur le trajet de l'Oued Sefar. Les Touaregs viennent puiser dans ces gueltas le précieux liquide qu'ils conservent dans des pots de chèvre, les guerbas. À la halte du soir, les animaux s'y abreuvent longuement. Ce milieu humide favorise la végétation. L'étude détaillée de ces biotopes privilégiés se révèle riche en enseignements. L'analyse chimique montre que cette eau est de bonne qualité malgré les apparences. En effet, il est surprenant de constater la grande quantité de matières organiques qui flottent à la surface des gueltas. Or, la quantité d'oxygène mesurée à l'aide d'appareils de terrain permet de la considérer comme potable. Malgré la turbidité importante de l'eau, ses qualités chimiques étant satisfaisantes, il suffit simplement, pour la consommer, de la décanter ou de la filtrer. La faune aquatique renferme surtout des crustacés phylopodes, dont l'abondance dépend du régime des pluies. En période de sécheresse, les phylopodes s'enfouissent dans le limon sableux et attendent la remise en eau en s'enquistant. Des insectes vivent en leur compagnie. Hémiptères, coléoptères, trichoptères. À l'époque où s'effectua cette étude, le milieu aquatique bien alimenté a permis de nombreuses captures réalisées suivant différentes méthodes. Les larves de trichoptères sont ramassées directement à la main, sur le bord de la guelta où elles vivent, le sable du fond servant à l'élaboration de leurs fourreaux. Mais des difficultés surgissent lorsqu'il s'agit de capturer de minuscules animaux blottis dans l'épaisseur du sédiment ou bien d'atteindre ceux qui se cachent dans les creux des gueltas, souvent à 3 ou 4 mètres de profondeur. L'emploi de la balance ou du filet rend de très grands services. Pour la région, les résultats obtenus sont surprenants et inattendus, aussi bien par leur originalité que par leur richesse. Un échantillon de cette population comprend en effet, outre les groupes déjà énumérés, des ostracodes, des arcpacticides, des planaires et des mollusques. Les techniques utilisées dans le milieu cavernicole se compliquent, car les collections d'eau peuvent s'enfoncer profondément dans le massif gréseux. La guelta se prolonge dans une petite galerie où l'on progresse en rampant pour atteindre l'eau souterraine. Cette grotte constitue le seul refuge pour certains insectes, très sensibles à la sécheresse, et dont le cycle ne comporte pas de forme de résistance. Les trichoptères appartiennent à cette catégorie. Les larves qui se déplacent sur le fond de la guelta jusque dans la grotte donnent naissance à des adultes ne pouvant subsister à l'extérieur. Ces derniers ne supportent pas les conditions de climat désertique régnant alentour. Ainsi, le rôle de refuge et de milieu conservateur du domaine souterrain permet à la population de trichoptères de vivre sur le Tassili. Autour des gueltas fleurissent les lauriers roses et s'épanouissent diverses plantes, dont certaines possèdent des feuilles charnues, manifestation de leur adaptation au climat désertique. À cette végétation sporadique, dont le développement est lié au point d'eau permanent, s'oppose la magnifique vallée des cyprès, où l'on admire des arbres sans doute millénaires, relictes d'un passé où une flore abondante couvrait le Tassili. Les troncs tourmentés des cyprès envoient des racines puissantes dans le sous-sol afin d'y puiser l'eau, mais il leur est impossible de s'y reproduire.
Dans un rayon plus ou moins important autour des gueltas, de petits enclos de pierres sèches matérialisent la présence de l'homme. Il les construit pour délimiter son aire de bivouac à l'abri du soleil et du vent. Le chef de caravane y conduit le voyageur. Là, tout le monde prend un repos bien mérité. Les ânes, délestés de leur charge, partent à la recherche de leur nourriture, tandis que les hommes apprêtent leur frugal repas. Malgré ses faibles ressources, le Touareg pratique très largement l'hospitalité. Il prépare avec patience et soin sur le feu de bois, selon un rite immuable, le thé qu'il offrira à ses hôtes. L'eau lui permet aussi de confectionner avec de la farine la galette qui constitue souvent sa seule nourriture. Il dispose cependant des ressources de l'élevage du mouton et de la chèvre, bien peu rentables en raison de l'absence de végétation. Les dromadaires, animaux de bas ou de selle, sont particulièrement adaptés à la vie en pays désertique. Leurs longues lèvres cachent une denture bien développée de ruminants qui leur permet de se délecter de buissons aux épines longues et acérées. Leur endurance au climat rude et à la sécheresse permet aux nomades de se déplacer sur les longues distances qui séparent les points d'eau. La sole plantaire élargie et souple de leur monture facilite la marche sur tous les terrains. Le soir venu, lâchés en liberté, ils partent à la recherche de leur nourriture qu'ils découvriront en parcourant de très vastes territoires. Bien peu de vie existe en dehors des gueltas ou des lits d'oued. Parfois, cependant, des traces révèlent la présence de scorpions. Un lézard se dort paresseusement au soleil, puis, inquiété par un bruit inhabituel, fuit soudain. Un criquet se traîne sur la roche brûlante. Un coléoptère aux couleurs vives furette à la recherche des débris d'un repas. Un oiseau rôde autour du campement. Sous les abris rocheux, les manifestations d'une vie beaucoup plus riche sont évoquées par les peintures et gravures rupestres. Très nombreuses au Tassili, elles évoquent une époque où abondaient les grands troupeaux de mammifères. Girafes, bovidés, caprins, antilopes, cervidés. La base des roches s'anime de scènes de chasse. Du spectacle de toute une population de guerriers, de sorciers et d'animaux divers. Ils évoquent pour l'homme contemporain un pays verdoyant et riche où l'eau coule en abondance et où la vie est facile. Ce n'est pas là l'un des moindres contrastes de cette terre saharienne, tantôt peuplée d'une foule d'animaux et couverte d'une végétation luxuriante, tantôt vouée à la soif et à la faim.